La parole est maintenant à monsieur Alain Marc, rapporteur de la commission des lois, et vous avez 10 minutes, chers collègues. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues. Les sujets abordés par la proposition de loi que nous examinons sont tous d'actualité. Notre collègue Josiane Costes participe ainsi à une large réflexion menée sur la politique publique en matière de protection de l'enfance, dont chacun s'accorde à dire qu'elle doit être améliorée. De nombreux travaux ont été publiés au cours des derniers mois. Je citerai parmi eux le rapport sur l'adoption de notre collègue Corinne Imbert et de la députée Monique Limon, remis en octobre 2019, ou encore l'avis du Comité consultatif national d'éthique publié le 7 mai. De son côté, le gouvernement et vous, monsieur le ministre, avez lancé une stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance pour les années 2019-2022, qui est principalement fondée sur une contractualisation pluriannuelle entre l'État et les départements. Elle comprend aussi un volet qui devrait être mis en œuvre par voie législative, en particulier sur l'adoption. Monsieur le ministre, peut-être pourrez-vous nous faire un point de son calendrier. Par ailleurs, la crise du Covid-19 et le confinement qui s'en est suivi ont mis en lumière avec acuité la difficile situation des enfants victimes de violences intrafamiliales et de ceux qui vivent dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance ou dans des familles d'accueil. La proposition de loi se fonde sur un certain nombre de constats et d'objectifs partagés par les auteurs des travaux précédemment évoqués et comprend de nombreuses mesures. Toutefois, il nous a semblé que le texte initial n'apportait pas de réponse suffisamment efficace et globale aux problèmes actuels. C'est pourquoi la commission des lois n'a pas adopté de texte. Je vais vous présenter brièvement ces articles, étant précisé que les articles 5, 6 et 9 ont été délégués au fond à la commission des affaires sociales. Les articles 1 et 2 visent à accélérer la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental dans le but d'offrir le plus tôt possible une prise en charge pérenne des enfants via l'adoption. L'article 1 permettrait de constater le délaissement au bout de 6 mois seulement et non plus 1 an pour les enfants âgés de moins de 3 ans. L'article 2 supprimerait l'obligation préalable de proposer des mesures de soutien appropriées aux parents. Il imposerait également aux tribunaux judiciaires de statuer dans un délai de 2 mois, réduit à 1 mois si l'enfant a moins de 3 ans à compter du dépôt de la requête. La commission des lois a jugé trop hâtif le postulat selon lequel accélérer la procédure de délaissement parental améliorerait automatiquement l'adoptabilité des enfants. Tous les enfants délaissés ne deviennent pas pupilles de l'État et toutes les pupilles de l'État ne sont pas nécessairement adoptables. Par ailleurs, le délai d'1 an pour constater le délaissement semble raisonnable au regard des difficultés que traversent les familles concernées. Le fait de devoir proposer aux parents des mesures de soutien appropriées pendant cette période est respectueux de l'article 18 de la Convention internationale des droits de l'enfant et permet de mieux caractériser ensuite l'absence d'implication des parents. Enfin, contraindre les juges à statuer dans un délai de 2 ou 1 mois ne semble ni réaliste ni souhaitable au vu de la complexité et des enjeux de ces dossiers et de la nécessité de procéder à des investigations. Sur l'article 3, qui concerne le procès-verbal de remise d'un enfant par ses parents au service de l'ASE, notre collègue Josiane Costes propose une nouvelle rédaction qui nous a semblé pouvoir être adoptée. Nous l'examinerons tout à l'heure. L'article 4 tend à rendre plus difficile la reprise d'un enfant placé à l'initiative de l'un ou de ses parents auprès des services de l'ASE pendant la période de réflexion de 2 mois qui leur est accordée. 2 formalités seraient imposées, un entretien avec le tuteur et la convocation du conseil de famille, dont il n'est pas précisé s'il aurait la possibilité de s'opposer à la restitution de l'enfant. Ce dispositif nous a paru susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit des parents de mener une vie familiale normale. La durée de réflexion est déjà suffisamment brève sans qu'il soit besoin, sans doute, d'y ajouter des obstacles. L'article 7 vise à étendre dans tous les départements la validité de l'agrément délivré pour l'adoption des pupilles de l'État par un président de conseil départemental. Il est à craindre que la multiplication des candidatures enregistrées auprès des conseils départementaux aboutisse à une surcharge administrative pour leurs services. Il vaudrait mieux faciliter les échanges au niveau national entre conseils départementaux, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants dits à besoins spécifiques, c'est-à-dire porteurs de pathologies ou de handicap, plus âgés ou encore membres de fratries, qui représentent près de la moitié des pupilles de l'État, mais correspondent rarement aux attentes des parents candidats à l'adoption. Notre collègue Josiane Costes propose d'ailleurs à ce sujet un amendement permettant d'asseoir juridiquement un fichier national des agréments qui nous semble intéressant.
L'article 8 vise à créer un mécanisme de coordination en matière de parrainage d'enfants étrangers, mais la commission des lois a relevé diverses difficultés, dont une absence de définition légale du parrainage international. L'article 10 vise à instaurer une présomption de désintérêt à l'égard des parents de mineurs étrangers arrivés sur le territoire national et qui s'y trouveraient isolés pour faciliter la délégation de leur autorité parentale. Outre le fait que les textes en vigueur permettent déjà au juge de prononcer une délégation d'autorité parentale pour un mineur isolé étranger quand c'est nécessaire, ce dispositif nous est apparu attentatoire aux droits des parents de ces enfants qui souvent suivent de près le parcours migratoire de leur enfant et ne sont donc pas tous délaissants. L'article 11 tend à permettre l'attribution automatique de nationalité française aux mineurs adoptés en forme simple et donc dans les mêmes conditions que celles actuellement prévues pour l'adoption plénière. Cette nouvelle modalité d'octroi de la nationalité ne semble pas nécessaire pour faciliter l'intégration de ces mineurs qui disposent d'une voie spéciale d'accès à la nationalité. De plus, une telle mesure opérerait un renversement très important de notre droit et modifierait la nature même de l'adoption simple. L'article 12 vise à transférer au juge des enfants la compétence pour statuer sur une mesure de délégation d'autorité parentale à un tiers concernant les mineurs isolés étrangers. Toutefois, le juge aux affaires familiales est le juge naturel de l'autorité parentale et la commission des lois n'a pas trouvé opportun de prévoir une dérogation qui serait limitée à un seul groupe d'enfants, les mineurs isolés, et dans le cadre d'une seule procédure, celle relative à l'autorité parentale. L'article 13 concerne le droit au compte en banque à tout mineur étranger dont les parents ne résident pas sur le sol français. L'auteur de la proposition de loi propose une nouvelle rédaction et la commission s'y est déclarée favorable. Nous le verrons tout à l'heure. L'article 14 vise à prévoir la délivrance obligatoire d'un certificat d'authentification de titre d'identité par les services des douanes lors d'un premier contrôle pour simplifier les démarches administratives des mineurs isolés étrangers. C'est très innovant, mais ça ne semble ni opérationnellement possible, ni juridiquement souhaitable. En tout état de cause, le droit existant prévoit déjà qu'en cas de doute sur l'état civil d'un mineur non accompagné, confié à l'aide sociale à l'enfance, c'est au préfet qu'il appartient de renverser par tout moyen la présomption de validité qui bénéficie aux actes d'état civil étranger. L'article 15 tente à faciliter l'admission exceptionnelle au séjour des mineurs isolés qui ont été recueillis par l'ASE après leurs 16 ans et intégrés dans des cursus professionnalisants. Il ne nous semble pourtant pas opportun de supprimer le caractère exceptionnel de la délivrance de ce type de titre, ni de dispenser ces mineurs de la condition de suivre une formation de 6 mois au moins. L'admission exceptionnelle au séjour doit rester une compétence discrétionnaire du préfet, limitée et appréciée au cas par cas en fonction des perspectives concrètes d'intégration des enfants étrangers concernés. La commission des lois vous invite donc à adopter les articles 3 et 13 au bénéfice des amendements proposés par notre collègue Josiane Costes, qui en a utilement retravaillé la rédaction. Nous pourrons également adopter 2 articles additionnels. En revanche, la commission des lois vous proposera de supprimer ou de ne pas adopter les autres articles de cette proposition de loi. À titre personnel, je souhaiterais dire qu'il y a un point qui me semble particulièrement bloquant pour réformer le droit existant. C'est notre manque de recul sur les différents dispositifs en place et leurs effets à long terme. D'ailleurs, Mme Coste l'a dit tout à l'heure elle-même dans ses propos. Il n'y a pas assez de connaissances chiffrées et de travaux de recherche menés dans la durée sur des cohortes d'enfants, ce qu'on appelle des études longitudinales. Il est très difficile de connaître de manière statistique et qualitative les parcours en protection de l'enfance des enfants afin de comprendre quelle peut être la conséquence de telle ou telle décision les concernant, notamment en termes de délinquance ou de scolarité. Nous ne connaissons malheureusement que les cas dans lesquels les choses se sont très mal passées. Je rappellerai pour conclure les propos de la présidente du groupement d'intérêt public Enfance en danger qui me semblent très vrais. L'indignation et les émotions suscitées par toutes les situations difficiles vécues par les enfants de la protection de l'enfance constituent des moteurs puissants de l'action, mais il est malgré tout nécessaire de leur adjoindre connaissance et méthode.